dit que répand bonheur, fécondité. Soyez bénis, Togo, soyez heureux, pays de nos aïeux, pays de nos aïeux, pays de nos aïeux. Pour la paix, le développement de la patrie, le travail bien fait et la bonne communication, la TVT au cœur de votre vie. Merci de votre attention. L'actualité ce soir, d'abord, ces 2 lettres de créance présentées ce matin au chef de l'État. Cérémonie accréditant les nouveaux ambassadeurs de l'Union européenne et de France au Togo. Nous les entendrons tout à l'heure dans cette édition. La révision constitutionnelle à l'Assemblée nationale, ça y est, c'est fait. Les députés ont voté la loi. 62 voix pour, 0 contre. L'opposition a boycotté la séance à l'exception de la seule députée sur Sotogo. Enfin, la triste nouvelle de la journée, le décès aux premières heures ce mardi du président de la HAC, Pitang Tchala. Une nouvelle inattendue, le choc est quasi général. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue. Bonsoir à tous. L'un est Maria Cristina Martins Barrera pour l'Union européenne, l'autre Makeviki pour la France. Les 2 diplomates ont présenté ce mardi leur lettre de créance au chef de l'État. Cérémonie ce matin, la présidence de la République. Les 2 ambassadeurs, vous allez les entendre, à l'issue de l'audience, ont livré les grandes lignes de leur mission au Togo, le récit de Prudence Zinsou. L'Union européenne et la France réaffirment leur volonté de renforcer leurs relations de coopération avec le Togo. Les ambassadeurs Maria Cristina Martins Barrera de l'Union européenne et Marc Vizy de la France vont désormais impulser une nouvelle dynamique à cette coopération avec le Togo. En remettant ses lettres de créance au chef de l'État Faure Zimna Gnassingbé, la diplomate chef de la délégation de l'Union européenne a réitéré l'engagement de l'Union européenne à poursuivre les chantiers déjà amorcés en termes de politique de développement du Togo. Ma mission, c'est continuer à montrer au Togo que l'Union européenne est un partenaire qui a toujours été aux côtés du Togo, partenaire fort et fiable, et qu'on continuera à développer la bonne relation qu'on a entre l'Union européenne et le Togo. Sur le plan de la politique de développement, on va mettre l'accent sur les investissements, l'implication du secteur privé. Nous avons comme objectif, c'est l'objectif de l'Union européenne, de travailler avec des pays dans le sens de la création d'emplois pour la jeunesse africaine, pas seulement au Togo, mais pour l'Afrique et au Togo en particulier. Ça sont les objectifs. Et je ne peux pas dire que j'ai des priorités spécifiques pour le Togo. Les priorités de l'Union européenne seront les priorités de pays. Et nous serons là, comme nous avons été par le passé,
aux côtés du Togo dans les efforts de développement pour garantir un meilleur futur pour tous les citoyens. Je pense que j'arrive à un moment qui est extrêmement important dans nos relations, étant donné qu'on est à la veille du sommet de Europe-Afrique et plusieurs questions qui sont des intérêts partagés et des préoccupations partagées seront discutées. Maria Martis Barrera, 60 ans, est nantie d'une licence en géographie à l'Université libre de Bruxelles. Elle a occupé de hautes fonctions au sein de l'administration publique portugaise dans les années 80. Après avoir passé 2 ans en tant qu'assistante au Parlement européen, la diplomate a eu la charge de la gestion des effectifs dans le service extérieur. Depuis septembre 2015, elle était chef de la division coordination horizontale à l'état-major de l'Union européenne au service européen pour l'action extérieure avant d'être appelée à cette nouvelle fonction au Togo. Elle est mariée et parle français, le portugais, l'anglais et l'espagnol. Marc Vizy compte renforcer l'axe Lomé-Paris en œuvrant aux côtés du Togo dans le domaine de la sécurité maritime, la promotion de l'économie bleue et le développement des services socio-économiques de base. Le Togo et la France sont des pays amis, liés par l'histoire. Ce sont aussi des pays alliés actuellement dans la lutte contre le terrorisme. Donc pour la France, le Togo est un pays très important. Le président de la République m'a reçu rapidement. J'ai pu présenter mes lettres de créance moins d'une semaine après mon arrivée. J'y vois un signe, une marque d'amitié entre nos deux pays. Cette remise des lettres de créance nous permettra d'engager tout de suite des travaux de coopération, enfin de poursuivre des travaux de coopération dans de nombreux domaines. Le président de la République a notamment signalé la question de l'économie bleue, dans laquelle il souhaite que nous renforcions nos liens de coopération. Mais évidemment, il y aura d'autres domaines et je crois qu'il est préoccupé du renforcement des projets dans tout ce qui est besoin de base de la population, l'énergie, l'eau, etc., l'éducation. Donc tout ça, ce sont des domaines dans lesquels nous renforcerons notre travail en commun, grâce notamment à l'Agence française de développement, mais aussi en liaison avec les bailleurs de fonds internationaux et puis bien sûr l'Union européenne pour ce qui nous concerne. Le retour du FMI au Togo permet aussi à l'Agence française de développement d'engager davantage d'actions et je crois qu'il va falloir qu'on se mette au travail très rapidement pour définir quelles sont ces actions, bien sûr en fonction des besoins exprimés par le Togo. Ancien élève de l'École nationale d'administration et diplômé de l'École supérieure de commerce de Paris, Marc Vizy a occupé durant 2 ans les fonctions de secrétaire général de la préfecture de la Martinique. Ancien directeur et membre du conseil de surveillance de l'Agence française de développement au secrétariat d'État d'outre-mer en 2000, le diplomate français était chef de l'inspection générale de la région de Guadeloupe. Titularisé préfet depuis avril dernier, cet administrateur général était également conseiller de l'ancien président français François Hollande en Outre-mer. Et aussitôt accrédité, aussitôt mis dans le bain, les 2 nouveaux ambassadeurs et l'ensemble du corps diplomatique et consulaire au Togo ont rencontré cet après-midi le gouvernement togolais en toile de fond les derniers développements sur la révision constitutionnelle à l'Assemblée nationale. Les manifestations de rue de demain jeudi ont été aussi évoquées, les précisions de Prudence Zissou. Les derniers développements de la situation sociopolitique de ces derniers jours partagé ici avec les membres du corps diplomatique et consulaire et les organisations internationales accréditées au Togo. D'abord, les membres du gouvernement ont présenté l'évolution du projet de révision constitutionnelle introduit à l'Assemblée nationale. Ils ont ensuite réaffirmé l'esprit d'ouverture et du dialogue envisagé autour des réformes et enfin la nécessité pour toute la population de préserver la paix et la cohésion sociale et inviter les responsables des partis politiques au respect des textes qui régissent les manifestations publiques au Togo. Nous avons pris l'occasion pour leur expliquer, réaffirmer les mesures qui ont été prises par le gouvernement dans un souci d'ouverture, dans un souci de dialogue, dans un souci de préservation de la paix et de la sécurité, à travers l'adoption du projet de révision constitutionnelle.
cela a été également l'occasion de leur dire qu'au moment où le projet du gouvernement avait été adopté, il y avait une proposition de révision émanant de l'opposition qui avait été ajournée à l'Assemblée nationale. Et l'espoir était que ces deux textes pourraient être débattus ensemble, ce qui créait les conditions d'un dialogue. Malheureusement, pour des raisons qui nous échappent, la proposition a été retirée. Cela étant, comme le gouvernement a le réaffirmé, il y a une volonté, il y a un engagement, il y a une détermination à agir pour aboutir dans les réformes. Au sujet des manifestations de rue prévues les 20 et 21 septembre à Lomé et dans certaines villes du Togo, un appel a été lancé au sens de la retenue et de la responsabilité. Nous avons aussi profité pour réaffirmer l'attachement du gouvernement et des autorités togolaises à la préservation et au respect des libertés publiques, notamment la liberté de réunion et de manifestation. Et nous constatons qu'il y a eu beaucoup de manifestations publiques ces derniers mois et dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Malheureusement, lorsqu'il y a de la part des organisateurs des marches ou de certains manifestants un esprit de provocation ou d'affrontement, ça risque, ça conduit parfois à quelques incidents déplorables. Mais bien entendu, nous exhortons les partis politiques et les organisateurs des marches à agir dans le respect de la loi et à coopérer étroitement avec les forces de l'ordre pour que la gestion et l'encadrement des manifestations puissent se dérouler convenablement. Pour le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, des dispositions sont prises pour mieux encadrer les manifestations de rue prévues par l'opposition et la majorité. Il appelle les manifestants au respect des itinéraires prévus. Nous partons de 3 points. Donc, il y a à Ouedemakwé, il y a à Tikoumé et à Koto. Mais 2 points de chute. Premier point de chute au carrefour BKS et deuxième point de chute au terrain du Bafon, du collège Saint-Joseph. Avec des itinéraires qu'on a arrêtés d'un commun accord avec la délégation de l'opposition. Donc, a priori, la marche doit bien se passer, aussi bien demain et après-demain. Donc, pour le parti uni, ils partiront de Casablanca pour aller vers la plage. Là-bas aussi, c'est un itinéraire. Les itinéraires ne se croisent pas. Ça veut dire si chacun fait un petit effort, les 2 groupes doivent faire leur marche dans la sérénité. Unir marche seulement le mai, mais les autres, c'est aussi à l'intérieur du pays où nous avons pris les dispositions pour les accompagner. Tout ce qu'on demande aux uns et aux autres, c'est de respecter ce qui a été arrêté d'un commun accord. Les responsables des partis politiques devraient donc sensibiliser leurs militants et sympathisants au respect des biens publics et à proscrire la violence durant ces manifestations et à toujours œuvrer pour le caractère pacifique des marches. A signaler que ce mardi 19 septembre, le ministre des Affaires étrangères de la Chine, son Excellence Yang Yi, et son homologue du Togo, son Excellence Robert Doucet, ont échangé des messages de félicitations à l'occasion du 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les 2 pays. Dans la foulée, ce communiqué du gouvernement, ce mardi 19 septembre 2017, le gouvernement a adressé à la coalition des partis politiques CAP 2015, le groupe des 6 CAIR, PNP et Santé du Peuple, une correspondance afin d'attirer son attention sur les informations faisant état de la présence à la demande de la dite coalition sur le territoire national de personnes de nationalités étrangères en vue de participer à des actes de violence à l'occasion des manifestations projetées les 20 et 21 septembre 2017. De même, il a été donné de relever des déclarations écrites, audio ou vidéos de personnes se réclamant de la même coalition, appelant également aux actes de violence et d'atteinte aux biens et aux personnes. Face à ces informations, le gouvernement invite instamment les responsables des partis politiques et leurs militants à faire preuve de retenue et de responsabilité en veillant scrupuleusement au caractère pacifique de ces manifestations. Les leaders des partis politiques concernés ont la responsabilité primordiale de veiller au bon déroulement des manifestations
conformément aux dispositions légales en vigueur. En tout état de cause, les dispositions ont été prises pour assurer de manière rigoureuse le respect de la loi et préserver la paix publique. Fête à Lomé le 19 septembre 2017 ont signé le ministre Payadou Aboupessi de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales et le colonel Yerk Damram, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Direction maintenant l'Assemblée nationale. Attendu ce mardi, le vote de la loi portant révision constitutionnelle. Eh bien, c'est fait. La loi a été votée. 62 voix pour, 0 contre. Et en l'absence des députés de l'opposition qui ont boycotté la séance, à l'exception de la députée Sursaut Togo, l'on se dirige vers un référendum. Samuel Débé, Pierre Tsoukou. 62 contre 0, abstention. 62 voix pour, 0 contre et 1 abstention. Le projet de loi portant modification des dispositions des articles 52, 59 et 60 de la Constitution du 14 octobre 1992 est voté. La majorité parlementaire a exprimé sa voix pour le projet de révision constitutionnelle qui essentiellement porte sur la limitation des mandats du président de la République, des députés et des sénateurs et sur le modèle de scrutin à l'élection présidentielle. Au cours de cette plénière, l'opposition parlementaire s'est distinguée par son absence. À l'issue du vote à bulletin secret, les émissaires du gouvernement saluent le travail abattu par la commission des lois et la portée de cette initiative du chef de l'État. Ces réformes sont celles que la classe politique togolaise avait dans son ensemble convenu et acté dans plusieurs instruments de dialogue. Les dites réformes sont également partagées par la population togolaise qui s'est largement dans son ensemble exprimée au cours de la consultation nationale effectuée par la commission de réflexion sur les réformes institutionnelles et constitutionnelles. En définitive, ces réformes constituent le socle commun à toute la classe politique et elles contribueront à renforcer la démocratie dans notre pays. Ceci ouvre donc la voie au gouvernement pour poursuivre, conformément aux dispositions de l'article 144 de la Constitution du 14 octobre 1992, le processus de réforme par l'organisation dans les prochains mois d'un référendum consacré aux dites réformes qui seront définitivement scellées par notre peuple. La majorité des 2 tiers des députés a donc dit oui à ce projet de révision constitutionnelle, ce qui appelle à une nouvelle démarche. On parle de référendum pour départager les politiques sur le sujet. Dama Dramani en appelle au sens de responsabilité des uns et des autres pour un Togo apaisé. Les mouvements de contestation violente de ces dernières semaines ont replongé notre pays dans le spectre des crises sociopolitiques des années 90 que la mémoire collective arrive difficilement à évacuer. Tout simplement, c'est parce que nous n'avons pas tiré les leçons de cette époque sombre de l'histoire récente de notre pays pour comprendre que le suffrage universel est le seul instrument de régulation politique et de légitimation des pouvoirs. La remise en cause de l'ordre constitutionnel, autrement que par les urnes, est totalement antidémocratique et annihile les aspirations démocratiques populaires. Tant que subsisteront chez nous l'intolérance, l'égoïsme, les ambitions personnelles, les actes d'exclusion, le pays ne sera pas à l'abri des dérapages et le vivre ensemble sera toujours difficile. Quel pays voulons-nous laisser aux générations futures? Est-ce un pays divisé, profondément marqué par les querelles politiques incessantes, les crispations identitaires irréductibles, la haine tribale sur fond d'appel à la violence, ou bien un pays de paix,
unis et solidaires. La dernière alternative, à mon avis, est la voie du salut. Il nous faut alors nous ressaisir, nous Togolais, nous donner la main pour construire ensemble notre patrimoine commun, le Togo, dans la paix, dans la cohésion et dans l'unité. Le vote du présent projet de loi constitutionnelle, comme vous l'avez constaté, est acquis à la majorité des 2/3 des députés composant l'Assemblée nationale. Le gouvernement doit en tirer toutes les conséquences qui en découlent, à savoir le recours au référendum afin de redonner la parole au peuple souverain pour départager les politiques. Le vote par l'Assemblée nationale de cette loi met fin à la deuxième session extraordinaire de l'année 2017 de l'institution. Et des révisions constitutionnelles, eh bien le Togo en a connu par le passé. Voici d'ailleurs l'historique des réformes au Togo, un document de Adolphe Paka. L'initiative de la révision constitutionnelle est une démonstration de la volonté constante d'écoute, du dialogue et d'apaisement du chef de l'État. Cette démarche s'inscrit dans une dynamique de poursuite des réformes déjà engagées depuis 2005. Le chef de l'État a pris la mesure de la situation en adoptant en Conseil des ministres l'avant-projet de loi relatif à la modification constitutionnelle à soumettre à l'Assemblée nationale. Cette intention venait de confirmer une fois encore la volonté exprimée du président de la République de traduire en actes les principaux points contenus dans l'accord politique global d'août 2006, à savoir la limitation du nombre de mandats présidentiels et un scrutin à 2 tours. Ce geste posé par le gouvernement était de répondre aux principales revendications de l'opposition et de facto apaiser le climat politique dans le pays. Le chef de l'État a de plus mis l'accent, selon les termes du projet, sur la nécessité de préserver le climat de paix et de sécurité dont notre pays jouit et de répondre aux préoccupations socio-économiques des citoyens. Le Togo est l'un des rares pays en Afrique à préserver son climat de paix et de cohésion sociale. Le Togo, ce creuset dans lequel partagent une diversité de peuples, diversité d'opinions et de religions. Cette marque de fraternité et de tolérance est identitaire au peuple togolais, une marque de qualité à préserver à tout prix, puisqu'indispensable à la sécurité et au développement économique et social du pays. La liberté de religion, oui, mais pas d'anarchie dans l'exercice ni dans l'implantation d'un lieu de culte au Togo. Rappel du ministre de l'administration territoriale ce matin aux associations religieuses. C'était au cours d'une rencontre d'échange riche d'Egbe. Antoinette Omovova pour les précisions. Toute personne a droit à la liberté de religion, de culte et d'expression. Ainsi stipule l'article 25 de la Constitution togolaise. L'exercice de ces droits et libertés doit se faire dans le respect des textes en vigueur. Aujourd'hui, le paysage religieux est marqué par la prolifération des associations religieuses et philosophiques. Cette situation entraîne des conséquences, notamment l'abus de confiance, l'escroquerie, le viol, les nuisances sonores. Et c'est ce qui a motivé la décision du gouvernement à travers le ministère de l'administration territoriale de suspendre depuis 2013 l'attribution des autorisations d'implantation des lieux de culte. C'est pour sensibiliser les pasteurs, sensibiliser tous les cultes, la tenue des cultes, le lieu des cultes, les moments des cultes et comment essayer de les aider à avoir certains les récépissés pour qu'ils ne puissent pas opérer dans la clandestinité, mais qu'ils puissent opérer dans l'égalité. Je peux avoir ma religion, mais pas toutefois nuire à quelqu'un. Il est aujourd'hui question de recenser les organisations religieuses, les réorganiser pour avoir un fichier actualisé. Et c'est la raison d'être de cette rencontre d'échange. Ce recensement est effectué par les services de la police et de la gendarmerie. Ce recensement consiste à reconnaître les différents lieux de culte que nous avons sur l'ensemble du territoire
à savoir les églises, les mosquées, les couvents et les écoles coraniques. Donc avoir une cartographie de ces lieux de culte de façon à pouvoir faciliter leur suivi sur le terrain. Nous allons présenter un avant-projet de loi qui est en cours d'adoption actuellement dans notre pays. Il s'agit donc de la loi sur l'exercice des cultes. C'est un avant-projet qui est actuellement sur la table du gouvernement et qui va réglementer l'exercice des cultes au Togo. Parce que jusqu'à maintenant, c'est la loi de 1901 qui est une loi qui régit en réalité les associations de type société civile qui s'appliquent aux associations religieuses. Près de 500 associations religieuses sont reconnues par le ministère de l'administration territoriale. Ce recensement permettra donc de faire un contrôle afin de réglementer les lieux de culte au Togo et de définir un espace de concertation pour la bonne gestion des organisations religieuses, vecteurs de paix et de cohésion sociale. Et voilà, des associations religieuses pas du tout indifférentes à la situation sociopolitique dans notre pays. Et face justement à cette situation sociopolitique que traverse notre pays, eh bien l'Union musulmane du Togo se prononce. Elle appelle la classe politique au sens de responsabilité du consensus. Déclaration ce matin à Lomé Augustin Kossi. Une sortie médiatique de l'Union musulmane du Togo pour se prononcer sur la situation sociopolitique du pays. Face à la presse, ces leaders religieux ont clarifié la position qui est la leur avant d'inviter toute la classe politique à la retenue et au dialogue. Selon eux, le Togo est l'héritage commun à tous et par conséquent, il est impérieux de le bâtir dans la paix et le préserver pour les générations à venir. Depuis un certain temps, notre pays connaît des soubresauts politiques. En tant que musulmans et citoyens, il est important de participer à la préservation de la paix et du développement de notre pays. À l'endroit de tous les Togolais, nous en appelons à la patience. À l'endroit de tous les partis politiques, nous préconisons, souhaitons un dialogue franc et sincère, susceptible d'aboutir à l'apaisement et de sauvegarder les vies humaines, car nous savons qu'aucun Togolais ne veut du mal à notre pays. C'est la manière de procéder à la réalisation de nos objectifs qui diffèrent. Il faut noter que certains comportements sont à déplorer, à savoir l'appel à la haine ethnique qu'il faut éviter. Nous demandons à tous les imams, à tous les prédicateurs de ne pas tomber dans l'amalgame et prêcher pour l'Assemblée et non pour diviser conformément au Coran et au Hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De plus, l'Union musulmane du Togo exhorte les acteurs politiques à une prise de conscience responsable. Et aux imams et prédicateurs, elle recommande les supplications à Allah le miséricordieux pour une sortie de crise pacifique au Togo. De son côté, la jeunesse en action pour la non-violence appelle à la paix, à la cohésion sociale. Le mouvement animé conjointement avec le Conseil national de la jeunesse, un point de presse ce mardi. Idem pour le MJPG, mouvement des jeunes pour la popularisation de la bonne gouvernance, qui s'est prononcé notamment sur la déclaration des évêques dimanche dernier à Lomé. Sonia Ménico, Serge Teston. C'est un appel à la jeunesse togolaise de préserver la paix pour un Togo prospère. L'invitation vient de la jeunesse en action pour la non-violence, JAN. L'avenir de ce pays est entre nos mains. Ayons des comportements responsables. Évitons tout acte de violence et de vandalisme. Que tout se fasse dans la paix et dans la concorde nationale. C'est le moment d'appeler nos leaders politiques aussi de l'opposition que de la mouvance présidentielle à privilégier plutôt la voie de concertation. Qu'ils ne comprennent que toutes les réflexions et actions qui auront à poser relèvent de l'intérêt général. Que la diaspora revoie sa position et appelle beaucoup plus à la paix.
Présents à ce point de presse, les chefs traditionnels ont aussi appelé la jeunesse togolaise à la promotion du vivre ensemble pour une cohésion sociale durable. Cette initiative de la JAN à prôner la non-violence est soutenue par le Conseil national de la jeunesse, CNJ. Cette rencontre du mouvement des jeunes pour la popularisation de la bonne gouvernance, MJPG, avec les hommes des médias, fait suite à l'appel lancé par la conférence des évêques du Togo sur la situation sociopolitique actuelle. Ils se sentent donc interpellés par cette parole de Dieu adressée au prophète Ézéchiel et sur la foi des prières organisées dans tous les diocèses ont imploré la lumière de l'Esprit Saint sur les plus hautes autorités de notre pays afin qu'elles opèrent les réformes. La paix sociale sera préservée à tout prix et les réformes s'opéreront dans le respect des institutions et des lois de la République. Dans cette déclaration, les évêques du Togo invitent la population à la retenue et à la non-violence. Un reportage de Serge Tastom présenté par Ferdinand et Tiassoua. Dans la foulée, ce nouveau mouvement qui vient de voir le jour, le mouvement TPMP, entendez, touche pas mon président. Mouvement né ce mardi même, il invite les Togolais au respect des valeurs démocratiques. T'habites ici à Capo, Gérald Agoudou. Le mouvement Touche pas mon président TPMP appelle les Togolais à œuvrer pour la préservation de la paix. Des réformes politiques, oui, mais dans une atmosphère de paix, de consensus et surtout de préservation de l'intérêt national. Touche pas à mon président est là. Nous sommes régulièrement installés et notre programme, et nous venons de lancer ce mouvement et dans les jours à venir, dans les semaines à venir, nous allons sillonner tout le pays pour réaffirmer cet engagement et cette fermeté de respect des valeurs républicaines et de soutien aux réformes et à la Constitution engagée par le chef de l'État. Le mouvement TPMP a exhorté les militants du parti au pouvoir à rester mobilisés pour la défense des valeurs de paix prônées par le chef de l'État. Ce communiqué du gouvernement pour poursuivre cette édition, c'est avec beaucoup de peine, de stupeur et de douleur que le gouvernement annonce à l'opinion nationale et internationale le décès subit de ce 19 septembre 2019 de M. Pitang Tchala, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la toutes nos excuses, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, HAC. En effet, alors qu'il pratiquait son sport matinal, comme d'habitude, il a été surpris par un malaise. Transporté à une clinique de la place, il a été accueilli par les médecins qui ont fait le constat d'un arrêt cardiaque. Journaliste, ancien directeur de Radio Lomé, de la télévision togolaise, ancien ministre de la Communication et de la Formation civique, ancien conseiller du président de la République et tout dernièrement élu président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, le président Pitang Tchala s'en est allé à 63 ans alors qu'il s'était engagé dans un vaste programme de modernisation des médias et de professionnalisation des journalistes. C'est acteur majeur dans l'élaboration du code de la presse et de la communication au Togo, ayant conduit à la dépénalisation des délits de presse, nous a quittés au moment où la nation togolaise dans son ensemble et le monde médiatique en particulier avait encore besoin de son expertise et de ses expériences. En ces circonstances douloureuses, le gouvernement adresse ses vives condoléances et sa compassion à la famille éplorée de ce grand serviteur de l'État, aux membres de la HAC et au monde de la presse togolaise et internationale. Puisse Dieu l'accueillir dans son royaume et accorder à son âme le repos éternel, communiqué donc du gouvernement. La nouvelle était inattendue, le choc en effet quasi général. Ce mardi, aux premières heures de la matinée, le décès du président Pitang Tchala a jeté le monde dans la communication, dans l'effroi, la classe politique dans l'effroi. Retour ce soir sur la vie et le parcours de l'homme. Cette grande figure bien connue de la presse togolaise, Pitang Tchala a fini sa course ce 19 septembre. Alors qu'il était encore aux commandes de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, ce fut un grand homme qui commença très tôt sa carrière dans le journalisme. Il fut à la tête de Radio Lomé
d'appui de la télévision togolaise. Une structure qu'il a gérée jusqu'à sa nomination à la tête du ministère de la Communication. Directeur fondateur de la télévision 2e et conseiller du chef de l'État, Pitan Tchala a été nommé en 2016 président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour un mandat de 5 ans. Un mandat inachevé, il est donc fauché par la mort. Il est 20h33. Autre sujet évoqué ce soir, la 6e Assemblée Générale de l'Association des institutions de garantie d'Afrique. À l'ordre du jour, bilan des activités, élection de nouveaux bureaux. Les précisions, Viviane Souvi et Dem Sousoupo. Les institutions de garantie d'Afrique en quête de mécanismes innovants pour accompagner davantage les entreprises et aussi assurer leur propre pérennité. À cette 6e Assemblée Générale de l'Association professionnelle des institutions de garantie d'Afrique APIGA, les débats vont porter sur la notation financière pour mieux apprécier les capacités à garantir ces fonds. Le métier de garant aujourd'hui doit se mettre en œuvre dans un complexe qui est devenu beaucoup plus difficile parce que justement il y a moins de ressources et il faut plus de sécurité pour toutes les parties prenantes. Donc pour nous, association de garants, l'intérêt pour nous c'est vraiment de nous situer dans la dynamique de ces changements, de ces renforcements de sécurité. Nous ne sommes pas nombreux à avoir franchi le cap de la notation par exemple, alors que la notation donne en fait en termes de sécurité aux parties prenantes dans une transaction tout au moins l'information financière concernant la personne notée. Donc pour nous, le grand défi, c'est vraiment d'arriver à se professionnaliser à travers des instruments comme la notation, des instruments comme la prise ou la mise en place même de ratios prudentiels. L'Assemblée générale se tient au moment où la croissance économique du continent est toujours au ralenti. Cette association soutient donc les politiques et programmes économiques des gouvernements dans le contexte de la facilitation de l'accès des entreprises au financement bancaire. La place et le rôle du financement ou de l'accès au crédit dans la croissance économique de nos pays ne sont plus à démontrer. À cet égard, les institutions de garantie ont la responsabilité de proposer des solutions pour sécuriser les financements en vue de conforter les institutions financières, notamment les banques et établissements financiers, qui manifestent quelquefois une certaine frilosité dans l'accompagnement de nos entreprises, en particulier les PME et PMI. Les échanges ici permettront d'appréhender la complexité du financement des PME et d'améliorer les pratiques professionnelles pour le bien-être des entreprises. Les débats sur la question de notation financière permettront également aux membres de l'APIGA d'estimer les risques et aussi maîtriser l'information financière, des éléments clés dans les choix des finances. Un mot de sport pour refermer cette édition du soir de la boxe et les explications de Azad Kelani Bayer, le premier vice-président de l'Association internationale de boxe, suspendu, était face à la presse mardi à Lomé. Claude Amand. À travers cette conférence de presse qu'il a animée, le premier vice-président de l'AIBA, entendez Association internationale de boxe, Azad Kelani Bayer, a éclairé la lanterne des professionnels des médias nationaux et internationaux sur les raisons de sa suspension de toute activité de l'AIBA pour 3 ans par le président de cette institution. Mon président, Sekeou, président de l'association, nous avons voté contre lui un vote de défiance. C'était le 24 le 25 juillet à Moscou. C'est ça qui a créé en lui c'est un peu un énervement. Il nous prend amer, nous qui avons signé cette note de défiance que j'ai ici, je vais vous montrer. Il s'agit de quoi? J'étais ici le mois passé quand j'ai reçu des messages que j'ai ici. C'est des débiteurs de Sekeou qui, pensant qu'il a la liberté d'agir comme il veut et pendant qu'il veut, il a pris un prêt de 350 millions de dollars à Azerbaïdjan. Il aurait pu également
15 millions de dollars à une société d'Azerbaïdjan qu'on appelle Bekoms. Et 10 millions de dollars à un affairiste, un homme d'affaires qui est chinois du nom de Di Wu, D-I, plus loin W-U. Et nous sommes interpellés. Je ne suis pas simplement que membre du bureau, je suis vice-président et membre du bureau de l'AIBA. Nous sommes seulement 4 dans cette architecture-là qui prennent les grandes décisions pour le monde entier. On s'est concerté, personne d'entre nous n'est au courant donc, de ce prêt colossal ou des prêts colossaux empruntés par CKU pour le compte de l'AIBA. Face à cette situation qu'il a déplorée, le premier vice-président de l'AIBA n'entend pas rester les bras croisés. Les tests sont clairs. C'est vrai, la décision prise par la commission de discipline AIBA a dit que c'est une sanction qui prend effet immédiat et qui le suspend de toutes ses responsabilités. Les tests AIBA sont clairs. La commission de discipline n'est pas habilitée à prendre une décision, une sanction contre un membre du comité exécutif sans passer par le bureau exécutif. C'est le bureau exécutif qui prend les décisions et demande de prendre des sanctions et ensuite la commission de discipline statue. Donc aujourd'hui, la procédure n'est pas respectée. Donc, à notre avis, c'est une décision fallacieuse qu'il faille combattre au moment opportun. La suite de cette affaire sera connue en novembre lors du congrès extraordinaire de l'AIBA prévu à Sofia, en Bulgarie. Et voilà donc les explications du premier vice-président de la Fédération internationale de boxe. Voilà, c'est la fin de cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Excellente fin de soirée.